Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, nous poursuivons notre discussion avec Bernard Michon et John Tolan, tous les deux enseignants-chercheurs en histoire à l'Université de Nantes. Bonjour. 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 Alors John Tolan, je reprends, vous êtes un spécialiste de l'époque médiévale, en particulier du monde méditerranéen. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'esclavage dans la partie ouest du bassin méditerranéen, donc à l'époque médiévale. Je signale à nos auditeurs que notre invité est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Saint chez le Sultan, la rencontre de François d'Assise et de l'Islam, 8 siècles d'interprétation aux éditions du Seuil. Je signale également Les relations entre les pays d'Islam et le monde latin du milieu du Xe siècle au milieu du XIIIe siècle, publié chez Bréal en collaboration avec l'historien Philippe Josserand. Merci Bernard. Alors John Tolan, présentez-nous un peu ce monde méditerranéen sur lequel vous avez beaucoup travaillé, sur lequel vous travaillez beaucoup. Quelles sont les principales puissances présentes dans sa partie ouest et à quelle époque on se situe quand on parle de ce monde méditerranéen ? Oui, sans vous faire un cours d'histoire du monde méditerranéen, dans la partie ouest, il y a notamment le califat de Cordoue qui domine la bonne partie de la péninsule ibérique entre le Xe et le XIe siècle. Ensuite, il y a des dynasties maghrébines, donc des Almoravides du XIe au XIIe, et ensuite les Almohades au XIIe, XIIIe, qui dominent une partie de l'Espagne et une bonne partie du Maghreb. Et on peut aussi citer comme puissance les villes italiennes, qui sont moins des puissances politiques et militaires que des puissances économiques, des villes comme Gênes et Pise, aussi Amalfi près de Naples et bien entendu Venise. Le monde méditerranéen à cette époque est un carrefour essentiel du monde économique et commercial de tout le bassin méditerranéen. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le monde méditerranéen et sa situation à cette époque ? Donc, le monde méditerranéen est un carrefour d'échanges de tout type, notamment des échanges économiques. On a la présence de marchands italiens et catalans dans presque tous les ports en Afrique du Nord et en Orient. Et donc, il y a un réseau complexe d'alliances qui se font. Donc, souvent, on a ces images d'Épinal, des croisades, des conflits entre un monde européen chrétien et un monde oriental musulman, mais en fait, les choses sont bien plus complexes que ça, parce que si on cite par exemple les Génois et les Vénitiens, sont des grandes puissances économiques et maritimes rivales, qui se battent souvent entre elles et qui ont des alliances avec différentes puissances du monde musulman. Donc, quand on a des conflits sur les mers, c'est souvent des musulmans et chrétiens alliés qui vont s'affronter à d'autres chrétiens et musulmans alliés. Et pour citer un exemple qui soulève de l'époque moderne, j'ai vu il y a quelques années aux archives diplomatiques de Nantes un document du consulat français à Tunis qui se rend compte de la vente d'un navire britannique que des marins français avaient capturé. Ils ont l'amené à Tunis, c'était au XVIe siècle. Ils ont vendu à la fois les marchandises, le bateau et l'équipage britannique qui sont devenus des esclaves, et c'était de bonne guerre parce qu'évidemment les Français et les Anglais étaient rivaux et ennemis. Sans doute il y avait des Anglais qui faisaient les mêmes choses au Maroc, qui étaient leurs alliés. Donc à cette époque moderne comme à l'époque médiévale, il ne s'agit pas d'un affrontement entre musulmans arabes d'un côté et chrétiens européens de l'autre. Les choses sont bien plus complexes. C'est vraiment un carrefour économique et culturel. Et je reviens sur ce que vous disiez à propos de votre anecdote, justement sur les principales routes du commerce des esclaves dans le monde méditerranéen.
Alors, on peut citer par exemple à partir du XIIIe siècle, ces grandes villes commerçantes qui sont Gênes et Venise vont acheter des esclaves, notamment autour de la mer Noire, des esclaves dont certains sont païens, d'autres chrétiens, mais c'est des chrétiens orientaux, donc on ne se soucie pas beaucoup du fait qu'on est en train d'acheter et de vendre des chrétiens, ce qui théoriquement devrait être interdit selon le droit canon. Mais ils vont acheter ces esclaves et ils vont leur revendre, notamment les hommes, ils vont revendre en Égypte mamelouk. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'était notamment pour être des militaires. Et les femmes, ils vont vendre notamment en Occident, dans les villes italiennes, où elles vont devenir des domestiques. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et John Tolan. Alors, John Tolan, sur la rive sud de la Méditerranée, des pirates, des corsaires, les barbaresques sont présents. Pouvez-vous nous les présenter ? Oui, qui sont ces pirates ? Les pirates sont toujours les navires de l'autre. Quand les nôtres font des raids, évidemment, on célèbre leurs exploits, leur bravoure. Quand les ennemis nous attaquent, ce sont des horribles pirates et pilleurs. Donc, la piraterie, il y avait dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de règles. Il y avait des alliances, et donc, en général, on évitait de piller ses alliés, bien entendu. Donc, on signait, il y a toute une série de textes au Moyen-Âge d'alliances entre des puissances maritimes, que ce soit italiennes ou catalanes, par exemple, et des princes musulmans de Tunis, les sultans d'Égypte, etc. Donc, pour s'accorder sur l'accès au marché et aussi pour faire une alliance militaire. Donc, on évitait d'attaquer ses alliés, mais ses ennemis et ses adversaires étaient des cibles tout à fait légitimes. C'était de bonne guerre, c'est du reste de là que vient la phrase en français. Si par malheur on prend un captif allié, évidemment on va être obligé de se rendre compte et rendre la liberté à cette personne. Par contre, si c'est une puissance ennemie, c'est de bonne guerre et on peut réduire cette personne en esclavage. Alors John Tolan, les barbaresques se situent dans quelle région ? Les barbaresques, c'est un terme qu'on trouve à l'époque moderne
pour désigner les puissances du Maghreb, notamment Alger, aussi Salé au Maroc et d'autres villes qui sont théoriquement liées avec l'Empire ottoman, mais qui sont plus ou moins autonomes. Et ces puissances vont faire des raids, effectivement, contre les côtes européennes du monde méditerranéen et au-delà, parce qu'on sait que les Algérois font des raids jusqu'en Angleterre et même jusqu'en Islande. Au même moment, bien entendu, de l'autre côté, on fait la même chose, on réduit des musulmans en esclavage et à l'époque moderne, c'est notamment pour travailler dans les galères. Les galériens sont nécessaires évidemment pour la bataille navale et on cherche toujours des hommes à réduire en esclavage. Alors, vous l'avez dit, John Toland, les pirates, c'est barbaresque, s'emparent de navires chrétiens et réduisent leurs équipages en esclavage pour certains. Que deviennent ensuite ces chrétiens ? Alors, au Moyen-Âge, comme à l'époque moderne, il y a des gros efforts, d'ailleurs, de côté et d'autre, pour libérer les captifs. Et on trouve à la fois les textes religieux, parmi les juifs, les chrétiens et les musulmans, qui parlent des bienfaits de libérer les esclaves. Celui qui libère ses propres esclaves a des récompenses, dit-on, au moins certains hommes religieux des trois religions le disent, et surtout, on essaie de libérer les esclaves de sa propre confession. Donc, il y a des musulmans qui vont ramasser des fonds pour racheter la liberté des musulmans captifs en terre chrétienne, et inversement, il y a à la fois des officiers d'État espagnols au Moyen-Âge et à l'époque moderne qui vont ramasser des fonds et acheter la liberté des chrétiens. Il y a aussi des ordres religieux, notamment des trinitaires et des mercédariens, dont la fonction principale est de ramasser des fonds en Europe pour ensuite aller dans le Maghreb racheter des prisonniers. Alors évidemment, il s'agit d'un cercle vicieux parce que c'est un commerce qui marche pour tout le monde et c'est une raison de plus de capturer des esclaves si on sait que les chrétiens vont venir les racheter. Un commerce qui a concerné toute l'Europe, le bassin méditerranéen et l'Afrique du Nord. John Toland, Bernard Michon, merci de votre participation. La semaine prochaine, on va faire un saut chronologique. On va revenir au 19e siècle et nous allons parler d'un navire négrier nantais, la Bonne Mère, avec notre invité, l'historien Éric Saugera. Excellente fin de journée à nos auditeurs. À la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.